Bienvenue au MPC TTTL, TTTL, musée de la plastique cosmogonique de tout temps et tout lieu. Bonjour madame, parlez d'un idiophone s'il vous plaît. 3 billets, s'il vous plaît. Exposition permanente ou temporaire? Modigliani. Exposition temporaire. Un adulte et 2 enfants? Vous ne l'avez pas tout le temps. Pardon? Modigliani. Vous ne l'avez pas tout le temps. Non, l'exposition se termine le 4 novembre. C'est pas risqué pour des enfants? Modigliani? Oui, un peintre temporaire. C'est un très grand artiste. Peut-être, mais c'est la première fois qu'il va au musée. J'aimerais autant leur montrer quelqu'un de stable. Modigliani est un peintre très important, madame. Oui, mais vous ne le gardez pas et ce n'est pas un très bon exemple pour des enfants. Un artiste qui est renvoyé du musée dans une semaine, reconnaissez? L'exposition est magnifique. Je n'en doute pas. Mais je préfère qu'il commence sur une base solide. Un peintre qui reste au musée toute l'année, un emploi fixe qui les tranquillise. Vous savez, à 5 et 7 ans, on comprend tout. Dans ce cas, visitez l'exposition permanente. Vous avez qui en permanent? Oh, beaucoup de monde, plus Poussin, Watteau, David, Delacroix, Renoir, C'est peut-être un peu plus sûr, non? Comme vous voudrez. Ça fera 15 euros. Je peux vous demander pourquoi vous virez Modigliani? C'est une question de place? Madame, je vais vous demander... Vous ne pensez pas que vous auriez pu dégraisser chez les vieux? Watteau, franchement! Il a fait son temps, Watteau, franchement! Madame, Et Renoir, il n'y a pas un peu marre de Renoir? Les musées, les boîtes de chocolat, les calendriers, ça suffit pas? Et quand c'est pas lui, c'est Monet. Il n'y a pas que sur Terre. Ça continue derrière, il faudrait qu'il se le mette dans le crâne. Ça pousse derrière et ça sert à rien de faire bouchon aux jeunes. je peux vous demander de payer, madame. Beaucoup de gens attendent. Qu'est-ce que vous voulez me dire exactement? Que je suis temporaire à la caisse et que vous êtes permanente, c'est ça? 15 euros, madame. Ce n'est pas en traitant les visiteurs comme vous traitez Modigliani que vous donnerez à la jeunesse le goût de la peinture. Venez mes chéris, on s'en va. Bonjour madame, bienvenue au musée de la plastique cosmogonique de tout temps et tout lieu. Puis-je vous renseigner? Ça fait peur, non? Quoi? Si, ça fait peur. On vit dans le danger nuit et jour, et personne ne le sait. Je ne comprends pas ce que vous dites. Alors bien sûr, les gens vous croisent, vous disent « Ah tiens, bonjour, salut, comment vas-tu? Alors en forme ?» Qu'est-ce que vous voulez que je leur réponde? Je leur dis « Oui, ça va bien, très bien. » Seulement, si je leur disais par exemple que mardi, en allant au bureau, j'ai lu sur un petit carton accroché dans le hall « La concierge est dans l'escalier ». Je jette un œil. Elle n'y était pas. Juré, ça fait peur, non? Oui, bien sûr, mais il ne faut pas rester ici. Si je leur disais, je les vois d'ici, ils me diraient mais enfin arrête un peu, tu lis trop. Non, justement, je ne lis plus. Voilà, plus un mot, une ligne, rien du tout. La dernière fois que j'ai ouvert un livre, je m'en souviens très bien. C'était dans le train. Je m'en allais à Stuttgart, en Allemagne. Tiens, c'est comme ça aussi. Pourquoi tout le monde dit Stuttgart, alors que c'est si simple de dire Stuttgart? Pourquoi? Ça fait peur, non? Je me souviens donc. Je lisais un livre léger, distrayant, un livre de Kafka. Un humoriste tchèque, un homme qui savait rire. J'en étais au bas de la page 73. Je me rappelle très précisément de la phrase « Monsieur Samsa n'avait qu'une envie, mourir ». Passionné, je tourne la page. Quand c'est drôle, on dévore. Et là, ma respiration s'arrête net. Je n'invente rien. Il manquait une page. La 74. Tiens, rien que d'en parler, ça me serre là. La 74 disparue. Comme ça, sans explication, le trou béant en plein milieu d'un récit, le précipice, où, emporté par l'histoire, j'aurais pu tomber, Allô? disparaître. Oui, c'est Charlotte au bureau d'accueil.
Ça fait peur, non? C'est possible de m'envoyer quelqu'un de la sécurité? Alors que faire? Une dame, elle délire Le juste. dire à la jeune fille qui était assise en face de moi. Pas grand ni costaud. Pauvre petite. À son âge, elle se serait affolée. Oui, oui, j'attends. Appelez le contrôleur, sifflez, crie, signal d'alarme. Vous imaginez la panique? 200 personnes hagardes dans la campagne en train de chercher ma page 74. Non, je ne pouvais pas leur faire ça. Alors j'ai serré les poings. J'ai continué à lire, souriante comme si de rien n'était, pour que ni les passagers du train, ni la petite fille en face de moi ne s'aperçoivent avec effroi que j'enjambais le gouffre qui séparait la page 73 et la page 75. Poverina, tu le découvriras bien assez tôt, le monde et son chariot d'horreur. Si je leur disais tout ça, ils me diraient mais enfin, écoute, arrête un peu ton cinéma. Quel cinéma? Est-ce que j'y vais, moi, au cinéma? Madame, vous ne devez pas rester ici. Il y a des familles. Moi, Madame, après une journée complète de trouille, je n'en rajoute pas. Venez tranquillement avec Je nous. rentre à la maison. c'est ça, rentrez chez vous. D'ailleurs, Oui. même chez moi, c'est dangereux. Vous allez nous suivre vers la sortie. C'est pour ça que je ne rentre jamais à la même heure. Exprès. Pour dérouter tous les sadiques, les assassins et les malades qui vous attendent sur le palier. Ça va vite là-dedans, vous savez. On finit par s'imaginer des choses. Maintenant, ils ne m'auront plus. Je reste à la maison, calme, bien au chaud. D'habitude, je préfère avoir peur chez moi plutôt qu'au restaurant, au musée, ou dans la rue, où vit cette foule de malades. Madame, il faut sortir maintenant. Mais chez moi, il y a mon mari sur le carrelage, un sadique dans le frigo. Madame, Alors moi, arrêtez. Vous devez partir. seulement, si je leur disais tout ça, ils me diraient « Mais enfin, écoute, t'es dingue, c'est dans ta tête, c'est des idées. » Ils ne se rendent pas compte. Personne ne s'en rend compte. Arrêtez. Vous devez partir. Ça fait peur, non? Allez, au revoir, madame. De quoi pouvait-elle bien parler? En disant qu'elle avait son mari sur le carrelage et un sadique dans le frigo. Paul Gogin. Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Paul Gogin. Non, Paul Gauguin. Non, non, Paul Gauguin. Paul Non, Paul Gauguin. Non, non, Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Paul Gogin. Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non, non, Paul Gauguin. No, Paul Gogin. Non, pas non, juste Paul Gauguin. Non, pas juste, pas non. Paul Gauguin, c'est tout. C'est tu. Pas juste. Pas neuf. Gauguin. Non, Paul Gauguin. S'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. Mon nom est Michel Mosque. Je suis le conservateur de ce musée. Nous venons, encore une fois,
de trouver une plante verte abandonnée ou volontairement oubliée dans l'une de nos salles. Je voulais vous prévenir que désormais toute plante sera détruite dans un délai n'excédant pas 5 minutes après sa découverte, si son propriétaire ne vient pas la récupérer et la jeter lui-même dehors immédiatement. Je vous remercie. Parce qu'il faudra, un jour ou l'autre, que vous soyez conscient que la nature progresse et que l'humanité tout entière se bat depuis des millions d'années pour que nous ne retournions pas dans nos cavernes dont nous avons eu tant de mal à nous échapper. Il y a péril pour nous. Vous savez que les musées sont de plus en plus cernés par des espaces verts. Nous ne nous laisserons pas empoisonner par la nature. Et pour ceux qui ne pourraient vraiment pas s'en passer, je signale que nous avons un étage entier consacré aux paysages et autres marines qui, croyez-moi, ont donné à la nature le talent Stamattina qu'elle n'a Chagall jamais fate eu. 2 Ce sont les passi in artistes avanti. From qui Matisse l'ont to rendu Chagall, you regardable. have to go 2 steps. Von Matisse bis Voilà. Chagall, geht Je zwei vous laisse Schritte avec noch wert. l'artifice, Automatis c'est-à-dire à Chagall, l'artificiel oui, qui Podville, nous Nouni, protège Nadva du Chagall. naturel. Le groupe 8, Ne on l'oublions ne pas. bouge pas. Je vous Main sur la remercie. tête. Main sur la tête. J'ai dit. On marque le pas sur place. Gauche. 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 Et on avance. On aurait dû prendre un guide, Jean-Louis. Un guide, mais pourquoi faire? Pour expliquer, je comprends rien. Mais y a pas à comprendre, Josette, y a à ressentir. Je ressens pas, ça fait 1 heure que je ressens pas, c'est long. Parce que tu crois qu'un guide, ça ressent peut-être. Ça raconte, ça apprend au moins. Apprendre sans ressentir. Merci bien. Et pour 20 € en plus. Excusez-moi, mais c'est de l'arnaque. De l'arnaque? Bien sûr. De l'arnaque dans un musée moderne? Bien sûr. Par un guide payé par la ville? Évidemment, mais tu débarques ou quoi, Josette? Pierre, le cousin de François, il était guide, c'est pour te dire. Celui qui est en prison? Oui, Pierre, avant de tuer sa femme, il était guide à Toulouse, au musée de Toulouse. Il y a un musée à Toulouse? Oui, un musée romain ou grec. Non, égyptien, c'est ça, égyptien. Je me souviens, il voulait même cacher le corps de Lucette dans un sarcophage. Quelle histoire. Enfin bref, Pierre, il apprenait par cœur le prospectus qu'on distribuait à l'entrée, et il le récitait pendant la visite. Un prospectus gratuit. Et lui, Pierre, pour 15 €, il le répétait aux gens, sans compter le pourboire. Tu te rends compte de l'arnaque? À Toulouse? Oui, un musée romain ou grec. Non, égyptien, c'est ça, égyptien. Je me souviens, il voulait même cacher le corps de Lucette dans un sarcophage. Quelle histoire. Enfin bref, Pierre, il apprenait par cœur le prospectus qu'on distribuait à l'entrée. Et il le récitait pendant la visite. Un prospectus gratuit. Et lui, Pierre, pour 15 €, il le répétait aux gens, sans compter le pourboire. Tu te rends compte de l'arnaque? À Toulouse? À Toulouse. Putain! Et crois-moi, les gens qui ressentaient pas, ils le ressentaient pas plus quand Pierre avait terminé. Ça m'étonnerait. Un guide qui va tuer sa femme, quand il explique les Égyptiens, il y a quand même une vibration, une onde en plus. Tu crois? Bien sûr, un futur assassin qui vous parle, c'est comme un héros de Corneille. Il y a de la tragédie dans sa voix. On est pris, on ressent forcément. Je te rappelle qu'il récitait un texte qu'il connaissait par cœur. Et alors? Les héros de Corneille, ils connaissent aussi le texte par cœur. C'est comme le prospectus. C'est jamais le héros qui l'écrit. C'est vrai. Excuse-moi, mais c'est des cons à Toulouse. S'ils ne font pas la différence entre une visite avec un guide normal et une visite avec un guide qui va étrangler sa femme... Je ne connais pas Toulouse. Tu ne connais pas Toulouse en plus? Non. Tu sais, Jean-Louis, par moment, je ne te ressens pas. Quand je vois ces galeries qui n'en finissent pas avec toutes ces statues alignées, je me dis qu'on ne parle pas assez de sexe à la maison Françoise. De sexe? Bien sûr. Après, quand les enfants arrivent ici, ils sont perdus. Regardez. Sylvain. Oh, Corinne, on ne court pas dans les musées. Et de quel sexe tu veux qu'on parle? Peu importe. Du tien, du mien, mais il faut qu'on en parle. C'est urgent, Françoise. Parce que sinon, on va finir par dégoûter les enfants de toute la période gréco-romaine. Et c'est dommage, franchement. Regarde le disco ball. C'est une splendeur. Oh, j'aime autant qu'on parle du tien. Comme tu veux, aucun problème. Et qu'est-ce que tu veux qu'on dise de ton sexe? Eh bien, déjà dire qu'il existe. Que j'ai un sexe comme Marc Aurèle, comme Mercure ou comme le disco ball. Que le sexe des dieux et des empereurs que Sylvain et Corinne voient ici est le même que celui de leur père. Que c'est une chose naturelle, que ça n'a rien d'exceptionnel. Déjà, je pense que ça les apaisera. Que tu aies le même sexe que Marc Aurèle. Ou que Marc Aurèle ait le même sexe que moi. Ça relativisera un peu. Ils seront moins chamboulés. Ils auront un repère.
Et quand? Quand quoi? Quand tu vas leur parler? Pendant le dîner, ce soir. Au lieu de regarder la télévision qui les rend idiots. Tu vas parler de ton sexe pendant le dîner? Oui, c'est un des rares moments où il y a une écoute possible. Pendant le dîner, on est tous les 4 les uns près des autres. Et s'ils ne te croient pas, s'ils ne croient pas que tu as le même sexe que Marc Aurèle? Eh bien, je leur montrerai. Tu montreras ton sexe? Bien sûr. À table. Qu'est-ce qu'il y a de mal à montrer son sexe à ses enfants à table? Joseph. Ça leur apprend l'art, Françoise. Ça leur apprend que l'art, c'est quelque chose d'humain. Que ça ne doit pas faire peur et qui fait partie de nous. Sylvain, Corinne, vous ne touchez pas aux statues. Non, non. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non, non, non. Si. Non. Paul Gauguin. Allez, par ici, s'il vous plaît. Par ici, s'il vous plaît. J'ai dit par ici. J'ai dit par ici. Non. Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Nicole, vous êtes folle ou quoi? Jetez-moi ça dehors. Je suis désolée, Monsieur Mosque, c'est pour l'anniversaire de Françoise. Je croyais que quand les tièges étaient coupés... Vous avez vu les graines, là? Ça veut dire qu'elles peuvent se reproduire, Nicole. Je suis désolée, Monsieur Mosque, je suis désolée. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non, non. Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Gauguin, quoi. Paul Cécine. Non. Paul Cézanne. Paul Cécine. Non. Paul Cézanne. Paul Cécine. Ça va, Pascal? Tranquille? Ça va, Joséphine. Tranquille. Paul Cézanne. Non, Paul Cézanne. Et vous, Paul Gauguin? Allez, Paul Gauguin. Paul Cécine. Paul Gauguin. Paul Cécine. J'ai l'impression que ça fait des siècles que nous n'avons pas marché ensemble. Non, Bob? J'aimerais autant que tu ne m'appelles pas Bob. Mais j'adore t'appeler Bob. Et peut-être, mais je te demande de t'abstenir. Ça te gêne que je t'appelle Bob? Beaucoup. Je peux savoir pourquoi? Parce que je ne m'appelle pas Bob. Je te remercie, je le sais. Je te rappelle que nous sommes amis et associés depuis 20 ans. Je te demandais simplement pourquoi ça te gênait autant que je t'appelle par ce diminutif. Parce que... Même ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir de m'appeler Bob? Très. Et pourquoi ça te fait très plaisir de m'appeler Bob? Ça, le plaisir... Est-ce que tu sais pourquoi tu éprouves du plaisir quand tu danses, quand tu manges un bon steak ou quand tu fais du bateau? Et quand je fais du bateau, oui. J'éprouve du plaisir parce que je suis en vacances. Moi, c'est pareil pour Bob. Tu es en vacances quand tu m'appelles Bob? En quelque sorte, oui. C'est un petit moment très reposant dans la phrase Bob. Comme si je m'asseyais sur la plage, tu vois? Pas bien, non. Comment dire j'aligne les mots les uns derrière les autres, un peu comme les jours de la semaine. Et quand arrive Bob, c'est le week-end. C'est frais, ça détend. Tu n'as pas un ami qui s'appelle Bob? Si, bien sûr, j'en ai même plusieurs. Mais tu comprendras, j'espère, que je n'éprouve aucun plaisir à appeler Bob quelqu'un qui s'appelle déjà Bob. Et ta femme? Quoi, ma femme? Et pourquoi tu ne l'appelles pas Bob? Jennifer? Oui.
quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire, c'est dans le contrat. Si ça fait vraiment très plaisir à son mari de vous appeler Bob, on se laisse appeler Bob. Mais je l'appelle déjà Gigi. Gigi. Ou Gigette. Justement, Bob lui paraîtra léger. Oui, mais moi... Quoi, toi? Moi, la seule personne que j'ai envie d'appeler Bob, c'est toi. Bon, ça suffit maintenant, c'est non. Je crois que tu te fais une fausse idée de Bob. N'insiste pas, s'il te plaît. Écoute, on va pas se fâcher pour... Arrête maintenant, tu veux bien? Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai jamais vu dans cet état. Tu vas bien? Très bien, je te remercie. Refuser à ton meilleur ami qui t'appelle Bob, ça te ressemble pas. Tu m'inquiètes, hein. Est-ce que tu es capable de garder un secret, Dan? Si tu me le demandes, Bob... Voilà. Et j'ai eu un arrière-arrière-grand-oncle qui... Ah, Dieu de Dieu, j'ai du mal. Si c'est trop difficile... Non, il faut que j'y arrive. Il faut que ça sorte. Que je puisse un jour le dire. J'ai eu un arrière-arrière-grand-oncle qui s'appelait Bob et qui a violé le président des États-Unis. Merde! Il l'a attaché sur une commode et puis il a pissé sur un tas de dossiers ultra confidentiels au milieu du bureau ovale. Non! En pleine guerre de sécession. Oh mon pauvre vieux! Je suis désolé. Il était général et il voulait convaincre le président d'accepter son plan. Deux divisions nordistes devaient par un mouvement tournant attaquer les sudistes par le sud. Le président s'y est aussitôt opposé. Tant qu'il dirigerait ce pays, les nordistes attaqueraient par le nord. C'était une question d'honneur. Alors, oncle Bob s'est énervé et il a sauté sur Lincoln. C'est vrai, c'était Lincoln? Oui. Tu te rends compte? On peut pas dire qu'il n'aura pas eu de chance celui-là. Grâce à une cousine qui connaissait bien le médecin du président, on a réussi à étouffer l'affaire. Ah ouf! Ils ont fait passer ça pour un accident de chasse. Oncle Bob a été muté dans une compagnie de trappeurs en Alaska. Mais pour ma famille, très proche de la Constitution, la honte était insupportable. Oncle Andrew décréta le nom de Macpherson, souillé à jamais. La famille décida de bannir à jamais Bob, jurant sur la Bible qu'aucun de ses descendants ne porterait ce prénom synonyme d'infamie. Voilà. Tu sais tout. Ah, je vois. Et sinon, crois bien que je n'ai rien contre Bob. Mais il n'est pas temps que tu coupes le cordon. Tu vas pas traîner ça derrière toi toute ta vie. Cette culpabilité idiote, hein? Ce n'est pas toi, après tout, qui a violé Lincoln. Mais je sais bien. Brise la chaîne familiale. Libère-toi. C'est le moment ou jamais. Vas-y, laisse-moi t'appeler Bob. Non, s'il te plaît, ne le fais pas. Mais enfin, c'est fini tout ça. C'est de l'histoire ancienne. Pas tout à fait. T'as vu un psy? Il y a plusieurs. Et ils m'ont dit que d'avoir envie de tuer le président des États-Unis, après l'avoir entendu à la télévision, était tout à fait normal. C'était même très sain. Mais tu veux pas le tuer, tu veux le violer. Et ils me disent que c'est parce que je suis trop gentil. La seule chose qu'ils méritent, c'est qu'on le bousille. Ils sont durs, les psys. Ils payent trop d'impôts. Et ton allergie au diminutif Bob? Mais ils s'en foutent. La seule chose qui les intéresse, c'est que j'aille crever le président. Il faut les comprendre. Leurs honoraires sont taxés à plus de 70%. Ça les rend nerveux. Et forcément, ça finit par influencer leur diagnostic. J'avais l'impression qu'ils me poussaient à lui faire la peau. C'est pour ça que j'ai arrêté. Et tu t'en sors tout seul? Je ne regarde plus la télé et j'évite qu'on m'appelle Bob. Ça semble énorme à première vue, mais on s'y habitue très bien. J'ai l'impression de vivre comme n'importe qui. Sûrement. Moi-même, ton meilleur ami, je n'avais rien remarqué. Tu ne m'en veux pas? Non. Si ça te dit, tu peux m'appeler Ted. Ted? Non, non merci. Ça me dit rien, Ted. Et Tom? Ou Bill? Dans Bill, il y a l'un des deux B de Bob. Non, ce n'est pas la même chose. Frankie? Jack? Kit? Sam? Laisse tomber. Mon plaisir, c'était Bob. T'appeler Bob comme ça, l'air de rien, en marchant. Mais je suis un grand garçon, hein. Je veux pas mettre en danger la vie du chef de l'exécutif de la plus grande démocratie du monde, juste parce que j'ai envie de t'appeler Bob. Je suis fier d'être ton ami, Dan. Merci. Vous allez voir, je suis sûre qu'ils vont se remettre une fin. Ça va? Ça va. À quoi tu penses? À Kennedy? T'as pas de la famille à Dallas? Je suis mon vieil oncle Henry. Ah, nom de Dieu. Tu crois que... Faudrait quand même vérifier. Je n'aime pas les moussets. J'aime l'ambiance des moussets. C'est comme moi. Je n'aime pas les croissants. J'aime l'odeur des croissants. L'odeur et l'ambiance, c'est pas pareil. Pauline. Non,
Ce sont les musées et les croissants qui ne sont pas pareils, Louise. Si tu veux. Mais où sont les Kandinsky? Ça fait 2 heures que je les cherche. Qui? Je cherche les Kandinsky. Qui? Les Kandinsky de Kandinsky. Kandinsky, c'est le peintre. Les Kandinsky, ce sont les tableaux. Je cherche les Kandinsky. Je ne suis pas folle, il y a bien des Kandinsky à cet étage. Où sont les Kandinsky? Je ne les trouve plus. Un petit marronnier, oui, trouvé ce matin, avec, tenez-vous bien, un nid de jet sur une branche et une termitière dans les racines. Qu'est-ce que vous attendez, mon Dieu? Qu'il y ait des vermines dans les collections permanentes et 3000 piafs dans la salle de Vermeer? Eh bien, plastifiez! Plastifiez tout autour du musée. C'est pas compliqué. Réveillez-vous au ministère avant que la planète ne redevienne sauvage. Mais c'est Mosque! Une sole? Vous êtes sûr? Oui, monsieur. Dans les réserves? Dans la grande cave. Ça veut dire que la mer arrive par en dessous. Ça ne vit pas dans l'eau douce. Nom de Dieu! Ça, c'est leur histoire de littoral sans béton. Mais ils sont dingues! Je suis désolée sur le cul. Vraiment navrée. Je suis en retard. Enfin bref. J'ai tout eu. Pas de bus. Le taxi qui ne connaît pas l'adresse. Après, je me perds dans le hall. Je demande à quelqu'un qui me dit qu'il n'est pas du musée. Enfin bref. Ça n'a aucun intérêt. C'est vrai, Sulky, aucun. En plus, quand on arrive en retard, on n'a pas de choses vraiment intéressantes à dire pour expliquer pourquoi on est en retard. Et pourtant, on ne peut pas arriver et ne rien dire sous prétexte que les explications qu'on va donner sont dépourvues du moindre intérêt. C'est une question de respect. Je te dois un minimum de justification et en même temps, je ne dois pas t'assommer avec les tracas qui m'ont empêché d'être à l'heure. Je suis confuse, dans le sens peinée bien sûr, mais aussi dans le sens prisonnière d'une confusion. Ah, tu n'y peux pas grand-chose, Sulky. C'est la tendance générale des rendez-vous. Depuis quelque temps, ils sont ennuyeux. Ah bon? Tu me rassures, Sulky. Je constate une vraie dégringolade du rendez-vous. Pas toi, Sulky? C'est possible, Sulky. Maintenant que tu me le dis, mes derniers rendez-vous n'étaient pas très brillants, je m'en aperçois. Ah, ça n'a plus de goût. Le rendez-vous d'aujourd'hui, c'est transparent. On voit à travers les mots. Enfin, quand il y en a, parce que beaucoup de rendez-vous n'ont plus de mots, ou presque plus. Ou des tout petits. C'est sûr que ce n'est plus comme avant, où ça bavardait. Ça bavardait un peu dans tous les sens, c'est vrai, mais il y avait une vraie profusion de mots. Il n'y avait pas ce côté compte-goutte. Et puis, ce n'était pas toujours idiot, non, Sulky? Oui, tu te souviens, Sulky, de ce que nous nous disions autour d'un verre il y a quoi, 5 ans? Tu penses si je m'en souviens, Sulky? À côté de ce qu'on est en train de se dire là... C'est le jour et la nuit. Et pourtant, nous nous sommes donné rendez-vous dans un musée, Sulky. À la cafétéria d'un musée, Sulky. Je précise. Oui, mais enfin, ça n'a rien à voir avec un bar d'imbéciles, tu es bien d'accord, Sulky? C'est vrai, Sulky. Mais il faut reconnaître que depuis un moment déjà, chaque fois que nous nous rencontrons, le niveau baisse. Tu veux parler du niveau de notre conversation, Sulky? Oui, Sulky. Je suis d'accord. Cela dit, je trouve que visuellement, il y a une amélioration chez toi, Sulky. Tu es mieux coiffée. C'est à cause du musée. Je me suis dit, il faut que je sois un peu plus artistique. Je me suis fait une raie. Ouais, elle est très visible. C'est un peu mon salut aux peintres et aux sculpteurs, Sulky. C'est un bon point, Sulky, parce que lors de notre dernier rendez-vous, dans le restaurant à Nantes, tu étais si mal peignée, on aurait dit un poney. Un poney mal peigné. Je m'en souviens, Sulky. Tu n'étais pas très affriolante, hein, c'est sûr. À table, surtout, la bouche remplie de pieds de porc. Avec des nouilles, et allons-y, allons-y. Tu es rajouté du vin par-dessus. Et tu reniflais comme un insecte de la région. Même pas tropical, non. Un insecte nantais, une moule. Une sorte de moule sifflante avec des cochonneries dans la coquille. Je me souviens, Sulky. Et moi, je ne devais probablement pas être... Tu avais l'air d'une débile. Profonde? Ah oui, Sulky. Eh merde. Quand tu me regardais, en tout cas.
avec la lèvre du dessous très basse, un peu grossie et brillante à cause de la bave. À Nantes? À Nantes. Il y a un mois, quand j'étais coiffée comme un poney sur le cul. C'est bien ce que je me disais. On est en pleine dégringolade du rendez-vous. Avant, au restaurant, nous parlions argent, au minimum. Et nous faisions de bonnes affaires sur le cul. Bien juteuse. C'était le bon temps des rendez-vous artistiques. La belle époque des entretiens humains. Et des discours sur l'art sur le cul. Tellement intelligent. Tellement. Ça me donne envie de pleurer sur le cul. Tu veux que je t'embrasse, Sulky? Comme dans nos rendez-vous d'amour autrefois, sur le cul? Quand tu avais une jolie queue de cheval, Sulky. Ah, la queue de cheval. Je ne sais pas pourquoi je l'ai coupée. Alors, on s'embrasse? Ah non! Excuse-moi, j'ai trop honte de ce rendez-vous. Mais tu n'y peux rien, c'est la tendance générale. Aujourd'hui, les rendez-vous sont vides. Oh, on dirait que ça se couvre. C'est pas dit. Je ne te dérange pas? Jamais. Tout va? Tout. J'ai une nouvelle pour toi. Bonne? Je crois. Tant mieux. Je suis devenue plus intelligente que toi. Ah bon? Oui. Mais quand c'est arrivé? Il y a une bonne heure, disons 1h30. Ah oui, c'est tout récent. Tu es la première à le savoir. Ça me touche. C'est normal, tu es ma sœur. C'est vrai. Aînée en plus. Beaucoup? Quoi? Tu es devenue beaucoup plus intelligente que moi? J'ai l'impression. Tant qu'à faire. Tu sais, ça fait longtemps que j'en avais envie. Ça ne se voyait pas. Depuis l'âge de 5 ans. Ah oui, ça fait un bail. Toute môme, je me disais. André, elle est drôle. Elle épate tout le monde. Il n'y a qu'elle qu'on écoute. Mais un jour, ça sera moi. Je vais arriver à faire mieux qu'elle, aussi bien dans un premier temps, et puis très vite mieux. Par étapes, quoi. Exactement. Ça fait donc 34 ans que tu veux devenir plus intelligente que moi? Oui. Mais c'est énorme. Mais j'ai traîné. Lambiné même. Ça devait te faire peur. Très. J'arrivais pas à m'y mettre. Et pourtant, j'en crevais d'envie. Surtout après les repas le dimanche chez mamie, quand tout le monde m'appelait la concon. Tu t'en souviens? Très bien. On t'appelait aussi comme ça à l'école, non? Oui, et au catéchisme. C'est pour ça. Je me lançais quand même dans un sacré boulot. Tu parles. Et puis il y a quoi? C'est moi. J'ai décidé de sauter le pas. Comme ça, d'un coup? Non, ça m'a pris un soir quand je t'ai vu à la télé parler de ton dernier livre. Tiens. Ah oui, quand je t'ai entendu raconter les colères de l'oncle Pierre, la pêche à la grenouille, la petite Lisette qui se griffait les genoux et puis la noyade de mamie. Je me suis dit, j'aurais pu tout raconter pareil. Je connais tout ça par cœur et même en plus, l'accident de voiture du charcutier que tu as oublié entre parenthèses. Le gros Paul, exact. Parce que quoi? Ton enfance est aussi mon enfance à 2 ans près. Enfin, je veux dire à 2 ans de plus que moi. Enfin, à 2 ans. Tu veux dire que je suis née 2 ans avant toi? Voilà, exactement. Quand j'entendais le journaliste qui disait sans arrêt « On est saisi par la justesse », ou ce souvenir bouleversant, ou la finesse de l'évocation, je me suis dit « Quand même, Jacqueline, quand même. L'intelligence, c'est pas la mer à boire. Vas-y, saute. » Et j'ai sauté. Tu veux dire, tu as écrit? Pile, j'ai commencé par l'accident du charcutier, justement. Et mon patron l'a lu. Tu le connais, mon patron? Je ne crois pas. Un type très fin, très sensible. Il a commencé tout petit, travaillant ses abdos, et maintenant il a 3 salles de gymnastique. En effet. Il t'admire beaucoup d'ailleurs. C'est quand je lui ai dit que j'étais ta sœur qu'il m'engageait au talcage. Ah bon? Oui, il m'a dit. La sœur du grand écrivain André Lamotte ne peut pas rester sans travail. Vraie admiration pour toi. Je suis flattée. C'est pour ça. Quand j'ai pigé qu'il aimait bien tes livres et que c'est grâce à toi, en quelque sorte, que je talquais les agrès chez lui, je me suis dit, je vais lui faire lire l'accident du charcutier. Bonne idée. Il a aimé? Il a été formidable. Il m'a dit, Jacqueline, tu devrais commencer par le début. Le début? Étudier. Apprendre à lire avant d'écrire. Il a l'air bien, ce type. Je te l'ai dit, très fin, très sensible. Alors bien sûr, je l'ai écouté et j'ai lu. Mais attention, j'ai tout lu. Très bien. Tout. La rhétorique, la logique, les paradoxes, la satire, le raisonnement, la pensée abstraite, tout. J'ai rien laissé passer aux arts. Même des trucs pas indispensables pour l'intelligence, je les ai bossés. Comme les sentiments par exemple. Tu as bien fait. Oh que oui, c'est que tu as une pointure. Je me disais sans arrêt. Si j'arrivais à lui mettre 3 longueurs, je ne sais pas moi. En dialectique,
et que elle bifurque tout d'un coup sur l'amour ou la haine, je suis marrant. Bien sûr. Remarque, les sentiments, ça m'a bien plu. C'est vrai, c'est très amusant les sentiments. Et puis, il y a beaucoup moins à apprendre que pour l'intelligence. Je ne me rends pas bien compte. Oh là, t'en as qu'une dizaine qui comptent, pas plus. La pitié, l'envie, la jalousie. Tiens, la jalousie, c'est quelque chose. Oh, tu peux le dire. Bien. Maintenant, je vais l'annoncer aux parents. Ça va les surprendre. Probablement, oui. Même peut-être leur faire de la peine. De la peine. J'en ai peur. Mais... pourquoi? Jacqueline, maintenant que tu es plus intelligente que moi, je me sens plus libre de te dire que papa et maman... Vas-y. M'ont toujours préféré à toi. C'est bien normal, dis donc. Il n'y avait pas photo. Ils allaient quand même pas préférer Concon. C'est pour ça. Quand ils vont apprendre que leur fille préférée est moins intelligente que Concon, j'ai peur que ça les attriste. C'est pas faux. Toi qui connais bien les sentiments... Il me semble par contre logique que j'aille l'annoncer à mon patron. Oh putain, le choc. Je vois d'ici ses abdos. La petite frangine. La talqueuse des agrès devenue tout d'un coup plus musclée que toi. André Lamotte, sa grande dame. Le cul sur le tapis, monsieur Lasvado. Le cul sur le tapis. Il va te virer. Quoi? Là, je suis catégorique, Jacqueline. Tu veux dire qu'il va me mettre à la porte? Mais il n'a pas le choix. Comment veux-tu qu'un homme, que tu dis toi-même sensible, subtil, fin, surtout très fin, puisse laisser à un poste de talqueuse d'agrès, au milieu d'imbéciles suspendus à des barres parallèles, un cerveau comme toi? Il ne le supportera pas. Merde. D'autant plus qu'il est un peu responsable. Mon patron? S'il ne t'avait pas poussé à apprendre à lire, tu n'en serais pas là. Cacher tout ça quand même. C'est bien dommage, non? C'est beau aussi quand ça reste à l'intérieur. Oui, mais moi je veux que ça soit comme toi. Qu'on m'écoute, qu'on soit content quand j'arrive, qu'on me pose des questions, qu'on m'invite avec des gens à la télé, que la famille me téléphone. Pas tous les jours, bien sûr, mais un peu quand même. Que j'ai des amis, des relations, des philosophes qui aient envie de me voir. Qu'on voit bien que je suis ta sœur. Enfin, devenue ta sœur. Enfin, je veux dire à l'égalité. Même plus, au-dessus de l'égalité. Tu sais, Jacqueline, au point où tu en es arrivée, je me demande si c'est même nécessaire que tu parles. Ah bon? Tu es tellement loin devant, tellement haut. Il vaut mieux que je la ferme, tu crois? Ce serait plus fort, plus rare. C'est pas faux. J'ai l'impression. Bon, je vais y aller. Encore bravo, Jacqueline. Dis donc, j'y pense. Ça ne t'a pas peiné que je te le dise? Tu plaisantes? Parce que peut-être qu'avec toi aussi, j'aurais dû me taire. T'es sûr? Ça ne t'ennuie pas de savoir que je suis devenue plus intelligente que toi? Pas du tout. De l'apprendre de ma propre bouche en plus? Je préfère de loin l'apprendre par toi que par n'importe qui d'autre. Après tout, tu es ma sœur. Aînée en plus. C'est pas faux. Tout va? Tout. Je ne t'ai pas dérangé? Tu ne me déranges jamais. Oh! C'est vrai. C'est pas dit que ça se couvre. Hugues-Jean, Oui, ma chère. Hugues-Jean, quand vous dites que ce pauvre Constant a un panari mal placé, j'ai du mal comprendre. Qu'y a-t-il à comprendre, Luciane? Il a un panari mal placé. Un point, c'est tout. Mais comment peut-on avoir un panari mal placé, Hugues-Jean? Je l'ignore, Luciane. Probablement comme on peut avoir une oreille mal placée. Ou une narine mal placée. Non. Bon, alors, comme une voiture mal placée. Ça vous va? Hugues-Jean, je comprends parfaitement qu'une voiture puisse être mal placée. Par exemple, devant une porte cochère. Mais un panari, c'est impossible. Ah bon? C'est nouveau, ça. Mais non, c'est très vieux. Ça date de l'apparition du panari. Vous voulez me faire avaler que le panari est né bien placé? D'une certaine façon, oui. Ça, c'est la meilleure! Hugues-Jean, je vous en prie, contrôlez-vous. Luciane, vous me jetez tout de go, entre l'asperge et la poire, une histoire de panari à dormir debout. Et vous voudriez que je reste morne. C'est mal me connaître. Hugues-Jean, le panari est-il, oui ou non, toujours placé sur le doigt près de l'ongle? Oui ou non? Ça m'est égal.
Ah, par moments, je me demande si je rêve. Mon propre époux refuse de sauter l'obstacle de l'évidence. Et vous voulez qu'il soit où, le Panari? Où? Sur le mollet? Dans les cheveux? Sous la langue? Luciane, si vous continuez à m'emmerder avec votre Panari, je vous préviens. Je vous plante là et je vais prendre une cuite avec Virdieu-Maudricourt. Qui vous racontera pour la 1000e fois comment il a perdu un testicule en Indochine. Ah, ça, vous ne vous en lassez pas. Non, parce que ce testicule, lui, était mal placé. Et c'est quand même plus humain que votre Panari qui ne l'est, soi-disant, jamais. Ah tiens, le testicule du capitaine Virdieu-Maudricourt était mal placé? C'est nouveau, ça. Non, Luciane, ce n'est pas nouveau. Ça date de la naissance de Virdieu-Maudricourt. Et je peux savoir où était ce fameux testicule mal placé? Là. Où, là? Là, au bout de l'index. Vous plaisantez? Non, Luciane. Un homme ne plaisante jamais avec ces choses-là. Il paraît qu'il était magnifique quand il saluait ses hommes. La vue de la virilité de leur chef cognant sur son képi leur donnait force et courage. Il se croyait invincible. C'était un Panari. Ah non, là. Je ne vous permets pas. Au bout du doigt. Ce n'était pas un testicule, c'était un Panari. Luciane, vous insultez l'armée française. Ah non, Hugues-Jean, non, ça, vous ne me le ferez pas gober, hein. Mon feu père était général, je vous le rappelle. Je m'en souviens parfaitement, Luciane. Vous semblez oublier que je vous ai aimé parce que vous aviez son menton. Eh bien, je vous le dis tout net, Hugues-Jean, hein. Mon père aurait ri, et je dis bien ri, hein. Et vous savez combien il avait du mal à rire avec ce sabre qui lui avait traversé la mâchoire. Mais je suis persuadée qu'il aurait ri si l'un de ses officiers avait prétendu avoir une couille au bout du doigt. J'ai trop d'estime pour votre père, Luciane, vous comprendrez. J'en suis sûr que je ne puis continuer à me nourrir pendant que l'on salit sa mémoire. Vous battez en retraite, Hugues-Jean, comme d'habitude, hein, dès que vous sentez la bataille perdue. Je vous souhaite un agréable dessert, ma chère amie. J'ai honte de vous avoir épousé. Honte! Vous êtes un lâche, Hugues-Jean, un lâche! C'est de ma faute. Les hommes ont horreur qu'on leur tienne tête. Et avec cette histoire de Panari, je le sais. Ils me quittent tous pour la même raison. Mais je ne peux pas m'en empêcher. J'adore parler de Panari, je n'y peux rien. Je n'arrive pas à croire qu'on a encore des choses à dire. Qui a des choses à dire? Personne. Non, non. Beaucoup de gens disent des choses, beaucoup. Aujourd'hui? Oui, là, maintenant. Quelle chose? Je ne sais pas. Ils parlent. Le matin, j'en vois près de chez moi. Rue Froissart, par exemple. Ou parfois dans le bus. Dans le bus? Des gens qui parlent? Oui. Tu divagues. Je t'assure. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils discutent. Ça m'étonnerait énormément. Je t'assure. Et de quoi ils discutent? Justement, je me le demande. Tu as une idée, toi? Oui. Vas-y. Tu es obnubilée. Moi? Oui, tu es obnubilée, Jeanne, alors forcément... Forcément quoi? Forcément, tu vois parler des gens partout. Je n'ai pas dit partout. J'ai dit rue Froissart et dans le bus. Tu réalises ce que tu es en train de me dire, Jeanne? Tu réalises? Oui. Tu es en train de dire qu'aujourd'hui, à Paris, capitale d'un pays qui vient de traverser, peu ou prou, 2500 ans de civilisation, on continue de parler. Oui. Comme du temps de Charlemagne, de l'édite de Nantes, de Voltaire, ou de l'exposition coloniale. Oui. Avec des phrases structurées, par de la grammaire et des idées placées dedans. Probablement. Qu'est-ce que tu cherches, Jeanne? À me faire peur? À me faire croire que ça va repartir? Que ça repart? Parce que tu es une amie, Toinette. Parce que tu es quelqu'un qui ne s'est jamais caché la tête dans le sable. Quelqu'un de responsable. Et parce que surtout, ça m'inquiète. Oui, j'ai décidé de te dire que j'ai vu des gens parler. Excuse-moi, c'est trop lourd. Je n'arrive pas à garder ça pour moi toute seule. Jeanne, la première chose à faire, c'est de rester calme. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Soi-disant, c'est fini, terminé. On est à l'abri. On nous garantit que les 3 derniers individus qui se sont exprimés de façon vocale ont été repérés dans le Lot-et-Garonne, il y a plus de 7 ans, à la sortie d'une boulangerie. Et encore, on n'est même pas certain qu'ils s'exprimaient de façon intelligible. Des caquettements, plutôt. Des piaillements.
Sauf pour une femme qui aurait clairement dit que les croissants au beurre n'étaient visiblement pas au beurre. C'est tout. On ne les a plus jamais entendus. Plus rien. Plus un seul mot prononcé depuis en France comme en Europe. Le calme, enfin. En tout cas dans l'hémisphère nord. La paix. Mes enfants peuvent jouer dans la rue en toute sécurité sans risquer d'être contaminés par les boniments d'un voisin ou l'enseignement de je ne sais quel professeur. Plus de haut-parleurs, plus de messe basse, plus de discours, ni fable, ni sermon. On respire. Enfin, nous avançons la tête vide. Notre crâne n'est plus le dépotoir cacophonique des jacasseries du monde. Plus besoin de questionner, de répondre, de s'informer. Et nous commençons à vivre. Et puis vendredi dernier, à 2 pas de chez moi, rue Froissart, j'aperçois juste avant de monter dans le bus 2 personnes de taille moyenne qui marchent côte à côte, échangeant des propos. Comme si de rien n'était, hein? Oui, Toinette, des propos. Bouleversée, je sors dans le 96, et là, tiens-toi bien, à 1 mètre de moi, assise sur la banquette arrière, une femme, ni belle ni laide, se met à parler à haute voix à un vieillard blond. Et je devrais me taire, je devrais ne rien t'en dire. À toi, Toinette, qui a tant fait pour que le monde entier la ferme. Oui. Quoi, oui? C'est tout ce que tu dis, oui? Ne compte pas sur moi pour dramatiser, Jeanne. D'autant qu'à mon avis, il doit s'agir au pire d'un remugle. Un remugle? Oui, un restant. Un fond de casserole, si tu préfères. Rien de plus. Un fond de casserole. 3 personnes qui parlent devant moi en une matinée, tu appelles ça un fond de casserole? Sans compter que je n'étais ni dans toutes les rues... Ni dans tous les bus, j'avais bien compris. Et si c'était une épidémie, Toinette? Le début d'une épidémie très contagieuse. Ça aussi, tu le comprendrais? À quelle distance étais-tu de la femme qui parlait dans le bus, déjà? 1 mètre environ. Évidemment. Tu penses que j'ai été contaminée? Réponds, tu penses que je suis malade? Non. Tu es sûre? Ou alors, faiblement. Une forme bénigne. Parce qu'on ne peut pas vraiment dire que ce que tu fais depuis une bonne dizaine de minutes s'appelle parler. Tu dis ça pour me rassurer. Pas du tout. Franchement, tu n'as pas dit grand-chose de très fondamental. C'était du petit blabla inoffensif. Ça va s'éteindre tout seul. Pourvu que tu dises vrai. Ne t'inquiète pas. À aucun moment, tu n'as été ni fulgurante, ni même brillante. Tu me le jures? Juré. Tu peux me faire confiance. C'était comme du vent. Même pas. De l'air à peine. Ouf! Rien de grave, Jeanne. Tout va bien. Et toi? Moi? Tu as parlé aussi. Oh, tu appelles ça parler? C'est pas moi qui t'aurais... Non, mais non. Parce que je m'en voudrais toute ma vie. Sois tranquille. Je n'arrivais même pas à suivre ce que tu disais, tellement c'était creux. Ça ne m'a ni touché, ni intéressé, ni quoi que ce soit. Ne commence pas à culpabiliser. Je ne me souviens déjà plus si tu as parlé ou pas. C'est pour te dire. Merci, Toinette. Je t'en prie. Tu vois? Ça va déjà mieux, non? Oui. Toi aussi? J'ai l'impression. Un remugle, tu dis? Oui. Juste un remugle. Monsieur, un problème. Regardez ce que je viens de trouver dans mon potage. Mais c'est une boule de pétanque? Et je ne vous le fais pas dire. Dans votre potage? Mais c'est insensé, non? Et je ne veux pas faire d'esclandre, mais enfin reconnaissez tout de même qu'une boule de pétanque dans un minestrone à l'oseille, c'est un peu beaucoup. Les petites remarquées. Mais enfin, c'est vrai, c'est tout à fait inadmissible. Mais qu'est-ce que vous faites? Je regarde s'il n'y a pas le cochonnet. Parce qu'une boule de pétanque, c'est vrai, ce n'est pas très agréable dans une assiette, mais enfin, ce n'est pas dangereux, on la voit. Ça? Tandis que le cochonnet, c'est perfide. Il suffit qu'il se soit niché entre 2 champignons, on ne le remarque pas, et hop, c'est l'étranglement assuré. Non, il n'y est pas, monsieur, tant mieux. Ah bon Dieu! Quoi donc? Si je l'avais avalé? Le cochonnet? Eh oui! Ça m'étonnerait beaucoup. Et pourquoi? Oh, mais parce que si vous aviez un cochonnet dans l'estomac, vous ne seriez pas là à gesticuler, à clamer « Appelez-moi monsieur le directeur, c'est un scandale !» et patati et patata pour une malheureuse boule de pétanque de votre velouté d'oseille. Non, vous n'auriez pas la force, vous seriez faible. Ah? Oh là oui, ça épuise un cochonnet. On est groggy.
Vous auriez mangé votre potage avec la boule de pétanque sans même vous en apercevoir. Ah bon, vous me rassurez. C'est pour ça, je trouve toute cette histoire un peu exagérée. C'est vrai, pas l'ombre d'un cochonet dans la soupière, vous êtes en pleine forme, et la boule de pétanque, mon Dieu, elle ne vous a pas mordu. C'est exact. Vous savez, quand on voit certaines images à la télévision, faire toute une histoire, pour ça. Par moments, je me dis que certains clients perdent un peu le sens de la réalité. Je vous demande de m'excuser, je me suis laissé emporter. Vraiment, c'est une réaction d'enfant gâté. Je suis navré, ma mère m'a toujours passé tous mes caprices et je me crois tout permis. Je suis infernal, j'ai honte. Bien. Raymond, viens ici mon petit. Voulez-vous changer le potage de monsieur? Non. Alors qu'est-ce qui ferait plaisir à monsieur? Remettez-la moi. La boule? Oui, s'il vous plaît. Merci et pardon. C'est oublié, monsieur. Quel métier. Moi, je préfère la carte postale. À l'original? De loin. Tu savais que si tu plisses les yeux devant un Goya, ça fait comme un Renoir? Oui, ça je savais. Vous êtes là. Moi, je suis pour qu'on la rende tout aux Égyptiens. Même à la Vénus de Milo. Tout, je te dis. Moi, par contre, je suis pour que les enfants regardent les sexes au musée plutôt qu'à la télévision. Surtout les sexes classiques. Karl, t'es là. Je ne sais pas si c'est Rembrandt, je ne sais pas si c'est Van Gogh, mais je n'ai plus mal aux pieds, mais alors plus du tout. Ouais, en tout cas, c'est pas moi qui aurais mon portrait à côté d'un Picasso. Ah oui, on sent beaucoup plus l'influence de l'Inde ici qu'au sous-sol. C'est une carpe? Ouais, c'est une carpe, avec des oignons et un paysage de moulin. C'est flamand. Début 17e. On parle plus de carpe aujourd'hui, j'ai l'impression. Pour ainsi dire plus, c'est vrai. En Flandre ou partout? Partout, c'est un phénomène international. Dommage. D'une façon générale, le poisson ne convient plus à l'art. Quand même, c'est énorme. Comme si ça n'avait jamais existé. Il faut dire, c'est surtout l'esprit qui les intéresse, les philosophes, non? C'est ça, les idées, la pensée, la spiritualité. Ouais, la fuite en avant, quoi. C'est un petit peu le problème. De toute façon, moi je trouve que les gens ont trop d'esprit aujourd'hui. La tête, il n'y a plus que l'intelligence qui compte maintenant. La cervelle, à fond, jour et nuit. Et ça pense. Ça file droit devant, pour aller où? C'est un petit peu le problème. Résultat, on parle plus de carpe. Juste. Très juste. La vérité, c'est qu'on s'éloigne chaque jour un peu plus des animaux. C'est-à-dire de nous-mêmes. Parce qu'on n'est rien d'autre que des animaux, en fait. Rien d'autre? Ah non, rien d'autre, ça je peux te l'assurer, Anne. Ça fait drôle quand même. On est des mammifères, Anne, des mammifères point trait. C'est vrai qu'on vient du poisson. Oui, 3 fois oui. Qu'on le veuille ou non, le premier homme était un poisson. Branchie là, vessie natatoire ici, nageoire locomotrice dorsale, abdominale et caudale, système digestif extrêmement simplifié, et là, des barbillons sensibles aux molécules dissoutes dans l'eau, avec 2 gros yeux sur les tempes, un point c'est tout. Quand même, mes enfants, quand même. Il y a un moment, il faut arrêter de faire l'autruche. Il a raison. Non mais oui, parce qu'à force de refuser d'en parler, de nier d'où on vient, d'en avoir honte, de faire les malins qui vont sur la lune, ça va finir mal. Moi je vous le dis, on ne peut pas éternellement faire croire qu'on est sorti de la cuisse de Jupiter. Je suis bien d'accord. Attends, tu veux dire qu'on s'est trop éloigné du poisson? Franchement, regardez-nous. On n'a pas un peu charrié? On a fait du chemin, c'est vrai. Disons qu'on s'est éparpillé. Physiquement surtout. Là aussi, tu sais, ça a bougé, beaucoup. Moi, c'est physiquement surtout que ça me frappe. Par rapport à la carpe, c'est impressionnant. On s'est quand même un peu perdu, non? On a muté, Karl. C'est pas la peine de se mentir. On a tout bonnement muté. Oh, les grands mots tout de suite. Avant-hier, j'ai rêvé que j'étais un dindon, toute la nuit. Un dindon qui marchait dans l'herbe sur une montagne. Je me sentais mieux. Mieux? Mieux qu'au bureau. Pourtant, je savais qu'en tant que dindon, j'aurais pas mon 13e mois, ni un nouvel ordinateur portable, mais je m'en foutais. Et pourquoi? Parce que tout d'un coup, j'ai vu la mer. Mais tu ne sais pas, la montagne? Si, mais je voyais la mer. Tu devais être dans les Alpes-Maritimes. Peut-être. Il y a des dindons dans les Alpes-Maritimes? Plein. À partir de ce moment-là, moi le dindon, j'ai plus qu'une seule envie, courir vers la mer, aller dans la mer, retrouver la mer. Mais transparent, retrouver la mer. C'est-à-dire retrouver ta mère. Notre mère. Notre mère à tous. La Méditerranée? Non, avec un E, la mer. Comment ça avec un E, la mer? Il n'y en a pas 2?
Pas la Méditerranée avec un E, Anne. La mer avec un E. Notre mer à tous, avec un E. Attends, on le met où ce E? Mais à la mer. Enfin, au bout de la mer. Mais quoi? Au bout du mot mer, si tu préfères. Au bout du mot mer? Anne, ce que voulait dire Karl, c'est qu'en ayant envie de retrouver la mère, Richard voulait en réalité retrouver sa maman. Et pourquoi il a pas dit tout de suite? Vous voyez, ça c'est intelligence. Ça passe à droite, et puis ça passe à gauche, ça dissèque, ça compare, et finalement, ça nuit énormément à la compréhension, l'intelligence. En tout cas, Richard, ton rêve a le mérite de poser la vraie question. Pourquoi avons-nous quitté la mer? C'est vrai, pourquoi sommes-nous sortis de l'eau? Moi, à mon avis, c'est encore l'intelligence qui nous a fait faire cette connerie. Mais tu veux dire que... C'est l'arrivée de l'esprit qui nous a fait flotter. Comme de l'air? Exactement, le souffle de l'esprit. Ça nous a fait gonfler la tête, ça a fait bouer si tu veux, et hop, on est remonté à la surface. Oh, c'est pas entièrement con. Et une fois à la surface, bien sûr, on en a jusqu'à la plage, et comme l'intelligence, ça sait pas s'arrêter, à peine sur le sable, c'était parti. On est devenu Aristote, Confucius, Voltaire, et toute la bande. Résultat, voilà où on en est, dans un musée un samedi après-midi, à se prendre la tête, au lieu d'aller à la piscine pour rigoler. Ah, je suis confus. Je n'aurais peut-être pas dû vous parler de tout ça. C'est fait, Karl. Oui, mais confus. Mille pardons, c'est de ma faute. Karl, je t'en prie. J'ai simplement voulu nous raidir, nous faire retrouver l'épine dorsale, la structure calleuse et nos arêtes, nos origines, quoi. Et puis c'est le contraire qui est arrivé, nous voilà tristes et ramollis. Mais pas du tout. Un peu flappillé quand même, hein. Ah, et puis mon rêve de dindon a pas dû arranger les choses. Oui, mais c'est à cause de moi que tu l'as raconté, Richard, à cause de moi. Non, vraiment, je suis navré de vous avoir filé le blues. Sentiment très exactement à l'opposé de la nature de nos ancêtres. La carpe n'a jamais le cafard? Voilà, jamais. Elle n'a pas souvent l'air gaie, hein, chez le poissonnier en tout cas. C'est une impression, Anne. Aucun poisson n'est dépressif. Aucun. Des bobards, tout ça. La truite morose, le requin chagrin, la morue triste. C'est pour faire peur aux enfants, ça n'existe pas. Oui, le thon est réputé pour sa gaieté, la lotte rieuse, la murène mutine, le rouget est toujours de bonne humeur, le hareng est un vrai clown. Ah, poisson rouge a beaucoup d'humour, hein, c'est vrai. Et la sole? Regarde comment elle est heureuse, la sole. C'est probablement celle qui est la plus heureuse de tous. Oui. Et tu sais pourquoi? J'ai oublié. Parce qu'elle est plate. C'est une surface, juste une surface. Elle est si mince qu'elle n'a pas la place de penser. Ben, c'est ce que je disais. Elle a pas été gonflée par l'esprit, c'est sa chance. Faut dire quand même qu'elle nage très profond. Oui, mais elle reste superficielle. Elle ne descend jamais en elle-même, la sole. Remarque, moi ça non plus je le fais jamais. Ah, mais ça se voit, Anne, ça se voit. Et sans vouloir te flatter, je pense que de nous 5, c'est toi qui es resté la plus proche, comment dire, qu'à le moins dérivé. C'est vrai, tu es la plus gaie, la moins évoluée. La plus en arrière. Oh, de loin. Vénarde. Je sais pas comment je dois prendre ça. Très bien, ma chérie, très bien. Vous êtes pas en train d'essayer de me dire que je suis comme une dorade quand même? Mais non. Anne, je t'en supplie. Non, parce que si tout votre truc, c'était pour en arriver là, déjà que moi je suis allée au musée uniquement pour vous faire plaisir, ce serait le pompon. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Karl, qu'est-ce qu'on fait? Même Anne est mal. On ne peut pas continuer à avancer comme ça, à croire que ça va s'arranger dans l'air du temps. Il faut penser à nos enfants. On ne peut pas leur mentir. On s'est trompé. Stop, n'allons pas plus loin. Calme, Lily, calme. Elle n'a pas tort, Richard. Moi je vous le dis, si on fait rien, on va le payer très cher. On l'a déjà payé très cher. La dysenterie, la lèpre, la calvitie. Les impôts. La Bible, le Vatican. Le mois d'août sur la Côte d'Azur. Et si on faisait demi-tour? Qu'on retourne en arrière? Ouais. Vers la carpe? Ouais. Elle est loin, Reine. Loin. Très loin, même pour toi. Non, mais doucement. Tout doucement, comme ça, tu vois. En ondulant un peu. Sans forcer. En essayant de se rappeler. Regarde. Tu vois comment ça revient? Tu sens comme on devient superficiel? Est-ce que tu sens? Pas beaucoup, non? Mais un peu. Un peu, c'est vrai. Doucement, ne frétillez pas. Laissez le ventre mou. C'est drôle. J'ai des souvenirs d'algues. Tout est plus facile, on dirait. On va se diriger lentement vers le grand bassin là-bas, dehors sur la place. Merci, Anne. Merci. Laissez-vous porter par le courant. Ah, ça y est. Je me sens rieur. Ça vient. Ah, moi aussi, tout me paraît drôle. On est mieux. Nom de Dieu, ça s'arrange. On n'est pas les plus heureux? J'ai l'impression que si. Vous allez voir, je suis sûre qu'ils vont se remettre à nous peindre.
Aux voix, Alexandra. Arlette. Axel. Inès. Maëlys. Marco. Marjolaine. Niven. Noria. Sandra. Sarah. Vincent. Valérie. Au montage, Carla. Marco. Valentin. Vincent. À la mise en voix, Carla Gondrexon.